Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir. Soyez les bienvenus dans cette édition régionale. Place à l'info du week-end avec à la une ce soir le retour au calme et au vert. Le bilan de la tempête tropicale est rassurant. C'est le soulagement en Martinique où peu de dégâts ont été recensés, mais aussi en Guadeloupe où le phénomène s'est montré discret. Passer son permis à 17 ans et conduire à 17 ans, ce sera possible dès janvier 2024, annonce d'Elisabeth Borne, pour faciliter notamment la mobilité des jeunes. Une mesure qui a de quoi plaire aux jeunes, mais les professionnels sont beaucoup plus sceptiques. Le voile a été levé sur le parcours de la flamme olympique. Elle traversera 64 territoires, dont 5 d'outre-mer. La Guadeloupe fait partie de l'aventure. Nous serons en direct à l'occasion de la soirée inaugurale du Club des Olympiens et Paralympiens. Enfin, côté culture, nous vous proposons de découvrir une artiste, Lydia Galin. Versatile est le nom de son exposition à voir en ce moment à Sainte-Anne. C'est le retour au vert après le passage de la tempête tropicale. Brett s'éloigne et poursuit sa route en mer des Caraïbes. La Martinique, qui était en alerte depuis hier, a été épargnée. Seul fait marquant, un catamaran qui a coulé au large de l'île. Les 4 occupants ont été sauvés. 20 000 foyers ont tout de même été privés d'électricité. Dès la levée de l'alerte rouge, les personnels d'EDF étaient à pied d'œuvre. On fait le point avec ce reportage de nos confrères de Martinique, la première. Ne vous fiez pas au calme apparent, il y avait bien une tempête hier soir dans le jardin de Madame Jean-Louis. Pluie, vent et surtout foudre. Pendant la nuit, on a eu des explosions, plus une ou 2 explosions. Donc la deuxième était très forte. La nuit a été agitée et anxieuse toute la nuit. Dès les premières lueurs du jour, les agents d'EDF sont à pied d'œuvre pour ramener la lumière dans les foyers impactés, près de 20 000 sur le territoire. Nous avons sécurisé tout autour de la panne et par rapport à ça, nous allons commencer les travaux. Aussi urgentes soient-elles, les interventions doivent impérativement se faire dans les règles de l'art, sur les nombreux points des quelques 600 km de réseau. Je vais aller de l'autre côté pour mettre la deuxième terre, mais t'as code de service toujours. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? En fait, là, on sécurise, on met en poste des terres de part et d'autre de la zone d'intervention. C'est pour sécuriser le chantier. En attendant, 15 000 abonnés ont tout de même pu être reconnectés au réseau à distance, directement depuis les centres. L'objectif premier d'EDF, c'est de réalimenter ses clients. Donc ça se fait à distance. On peut réalimenter et réduire, surtout réduire le nombre de clients jusqu'au point culminant qui est le point de panne que nous avons détecté. Au total, ce sont quelques 150 agents et prestataires d'EDF qui auront sillonné la Martinique aujourd'hui. À 18h, 1400 foyers restaient encore privés d'électricité. Le phénomène s'est également montré clément avec la Guadeloupe qui était moins exposée que la Martinique. Pas de dégâts notables à signaler. Toutes les précautions ont été prises, comme à Vieux-Fort, où les marins-pêcheurs ont sécurisé leurs embarcations en attendant un retour au calme. Le reportage de Thierry Philippe. Nous sommes dans le petit port de pêche à Arlens-du-Puy, Vieux-Fort. Ici, le calme s'est installé progressivement après les effets hier et en matinée de la tempête Brett. Face à l'incertitude du passage du phénomène climatique sur l'archipel, les marins-pêcheurs comme Anthony et aussi les plaisanciers avaient fait le choix de mettre à l'abri leurs bateaux. Comme d'habitude, chaque année, on est un peu habitué aux tempêtes, donc on se prépare à l'avance. On ne savait pas trop quelle puissance ça allait avoir sur nous à Vieux-Fort. Donc on a pris les précautions, on sort les plus petits bateaux. Donc il y a une vraie cohésion de groupe, tous les pêcheurs, les plaisanciers, les professionnels. Donc on s'entraide, on retire les bateaux. Ceux qui ont des chariots, comme vous voyez, on fait comme on peut, on met le long du chemin. Compte tenu de l'amélioration progressive de la météo, les embarcations, près d'une trentaine, devraient au fil du temps reprendre leur place dans le port de pêche d'Anse-du-Puy. 8 professionnels sont dans ce cas. Nous, professionnels, on peut repartir en mer dès demain. Demain, c'est le jour des casiers à Vieux-Fort, le samedi. Donc, on ne perd pas cette journée. Les marins-pêcheurs et les plaisanciers espèrent fortement ne pas avoir à répéter ce scénario, d'autant que la saison cyclonique débute à peine.
On l'a dit, la tempête a été plutôt indulgente, un peu de vent, peu de pluie et puis également une mer agitée. C'est en gros ce que la Guadeloupe a subi. Les creux ont généré quelques dégâts sur le littoral, comme par exemple à Bananier sur ces images. Les vagues ont ramené beaucoup de déchets, des branches qui se sont déversées sur les plages. Sur ce petit port de pêche de Capesterre-Belle-Eau, le nettoyage a commencé tôt ce matin. Les marins pêcheurs, eux, sont restés au port. Écoutez cette réaction recueillie par Eric Schimpfling. J'ai annoncé 400 mètres de creux, mais bon, c'est tout ce qu'on a eu aussi. Un petit peu de déchets, et puis c'est tout. Hein. Il n'y a pas eu d'eau dans la rivière, la mer n'est pas montée plus que ça. Voilà. Ça n'a pas gêné. De toute façon, la mer commence à tomber, donc d'ici demain, on sortira. Hein. Donc, non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas eu de dégâts sur les canaux? Non. Les canaux sont à terre. On va dire que c'était une répétition. On va dire qu'il n'y a rien, oui, que voilà. On est en pleine répétition. Jusqu'à octobre. Nous sommes donc repassés au vert. Brett poursuit sa route, mais un autre phénomène évolue au-dessus de l'Atlantique. Il s'agit de la tempête Cindy, mais pas d'inquiétude a priori. Sa trajectoire reste éloignée de nos îles. Ce premier phénomène nous rappelle qu'il est important de bien se préparer. La saison cyclonique ne fait que commencer. Il n'est pas trop tard pour s'équiper, protéger et renforcer les habitations, faire des réserves. Et puis les collectivités aussi prennent part à cette prévention. Voyez le reportage de Rudy Rilsi. Marie-Yen a déjà constitué son stock aux conséquences éventuelles du passage d'un cyclone en Guadeloupe. La farine. Des réserves alimentaires non périssables, comme le riz, les pâtes, les conserves en boîte, les biscuits, sucre et du lait en poudre. Marie-Yen a de quoi tenir. On a faim, si nous pas ça qu'il faut pour manger, organiser là. En cas de coupure de courant, Marie-Yen peut compter également sur sa lampe solaire. Il est bien chargé. Si on prend courant là, on pas noissé. Et en cas où on d'autres lampes encore, mis en a d'autres lampes là. Il y a 4 gros piles 9 à dedans. Si on prend courant là, il est limé. Ici, dans les combien d'ampoule rechargeables? Tout calimé parce que j'ai bien chargé. Marie-Yen peut donc se réjouir. Elle s'est dotée de tout le nécessaire pour vivre de manière autonome pendant plusieurs jours en cas de crise, même si elle appréhende les dégâts. En cas de changer après cyclone, nous pas ni hack. C'est ça qui fait mal là. Tout est cher. Déjà payer ni fouille à pain, payer ni petit banane, payer ni rien. Ceux qui vivent en bord de mer le savent. Le vent semble toujours souffler avec plus d'intensité pendant le cyclone. La tactique et la prévoyance sont les premiers outils que dispose Verdienne. On se prépare moralement, psychologiquement, et on surveille la montée des eaux, on surveille la pluie, on surveille la mer. Bien qu'il soit presque impossible d'éviter complètement les coups de boutoir d'un cyclone, Verdienne le sait, la meilleure prévention reste d'être aussi bien préparé que possible. J'ai toujours des gros bidons comme ça, j'en ai plusieurs. Et bien placé dans sa cuisine, ses réserves alimentaires. Riz, pâtes, un petit peu de tout, ce qu'il faut pour préparer quelque chose, que ce soit pour préparer les boquites, pour préparer... Verdienne s'est également forgé un mental pour affronter un éventuel cyclone. Mais il vaut mieux se préparer mentalement et attendre. Et aussi ce que les prévisionnistes disent, et puis après, à partir de là, on saura quoi faire. Si la population pense être bien préparée pour les professionnels, il faut encore davantage la sensibiliser. Ici à Morne-à-l'Eau, comme dans chaque commune du département, la liste des abris sûrs est mise à la disposition des populations susceptibles d'être évacuées. À Morne-à-l'Eau, nous sommes prêts. Nos abris sûrs sont affichés en mairie. Comme vous pouvez le constater, il y en a 7. Pour la prochaine, une nouvelle tempête dénommée Cindy évolue à l'est des Petites Antilles et ne représente pas de menace pour nos terres. Les kits peuvent rester au placard. On passe au reste de l'actualité avec cette info pratique. Attention, si vous voyagez ce week-end, de nouvelles annulations de vols régionaux sont prévues entre 7h et 13h. Demain et dimanche, aucune rotation ne sera assurée. En cause, toujours le sous-effectif des services du contrôle aérien de l'aéroport Paul Caraïbes. Et voici peut-être de quoi apaiser les choses. Cette tension des contrôleurs aériens a fait l'objet d'une question au gouvernement du sénateur Dominique Théophile. Interpellé, le ministre délégué en charge des Outre-mer, Jean-François Carenco, a annoncé des renforts en septembre. 6 contrôleurs aériens devraient être affectés. Extrait.
Monsieur le ministre, dans un contexte exceptionnel et pour prévenir d'autres perturbations qui pourraient s'avérer plus graves en matière de sécurité, le gouvernement pourrait-il mettre en place des mesures d'urgence afin de renforcer les effectifs de contrôleurs aériens en Guadeloupe et pourriez-vous nous les préciser? Le transport d'urgence, et je veux le dire ici, et notamment sanitaire, est garanti par le Dragon 971 capable d'intervenir 24 heures sur 24. Pas de danger sur la sécurité civile. Le SNA travaille d'arrache-pied pour établir un nouveau tour de service qui prévoit qu'à effectif constant, on élargisse et on sécurise l'offre de service sur la plage 6h45, 23h, ce qui correspond à la demande des compagnies aériennes. Par ailleurs, et c'est là le principal, 7 contrôleurs aériens sont actuellement en formation sur place. Et 6 nouveaux contrôleurs aériens devraient arriver d'ici la rentrée et non pas dans 18 mois. Je m'en suis entretenu ce matin même avec le DGAC. Le ministre délégué au transport travaille par ailleurs à des mesures de fidélisation, d'optimisation des temps de formation locale. Cette situation n'affecte en rien la sécurité et je pense que d'ici quelques semaines, elle devrait s'améliorer pour les vols civils. L'annonce a été faite hier par le Premier ministre Elisabeth Borne. Dès janvier prochain, les jeunes pourront passer le permis et conduire à 17 ans. Une mesure voulue pour faciliter la mobilité des jeunes et des apprentis, notamment dans les régions mal desservies par les transports publics. Mais la mesure ne soulève pas vraiment l'enthousiasme, comme l'ont constaté pour nous Marilyn Plaisir et Daniel Quérin. Le permis à 17 ans, être au volant 1 an avant sa majorité, une année de gagner sur les routes pour les jeunes conducteurs. Mais qu'en pensent les automobilistes? Est-ce que 17 ans, c'est pas un peu tôt par rapport à la majorité? Quand vous dites que c'est pas un peu tôt, pensez à quoi? Aux accidents qu'il y a pendant les vacances, quand les jeunes viennent d'avoir le permis souvent, donc on peut se poser la question effectivement. Mais il y en a qui veulent aller faire les études, aller à l'école, aller tout ça, et les parents sont obligés de se déplacer. Moi, je suis entièrement d'accord. Je me rends compte qu'il y a pas mal d'adultes qui ont le permis qui sont pires que les jeunes. Donc moi, ça me pose pas de problème. Il faut attendre l'âge d'être majeur pour aller au permis, parce qu'il y a trop d'accidents avec la jeunesse. Je suis contre. Il faudrait attendre la majorité, avoir un petit peu plus de maturité, moi je pense. Depuis 12 ans, Isabelle conduit ses élèves vers l'examen du permis de conduire. Ok, on peut rouler un petit peu là parce qu'il y a du monde derrière. Une fois le permis en poche, ils vont affronter les dangers de la route. Ils vont aussi se retrouver face à eux-mêmes, derrière le volant. Pour cette monitrice, 17 ans sur la route, c'est trop tôt. Ça m'inquiète, ça m'inquiète parce que je pense à son avenir sur la route. Je ne globalise pas, je ne généralise pas tous les jeunes. Il y en a de très bons. Mais je me dis, mon Dieu, est-ce que cet enfant-là, ça pourra, dans un futur, est-ce qu'il pourra conduire sa voiture en toute sécurité? Est-ce qu'il pourra faire attention aux autres? Est-ce qu'il pourra anticiper par rapport à X situation, quoi? Mais les élèves d'Isabelle, eux, sont impatients de décrocher le permis. À 17 ans, finalement, on a besoin de se déplacer, ne serait-ce que pour aller en cours ou pour les épreuves de terminale, etc. J'ai 20 ans, j'ai passé les permis, mais j'aurais bien aimé l'avoir avant. Je trouve que c'est... Pourquoi vous auriez aimé l'avoir avant? Pour avoir plus de liberté, pour pouvoir... avoir mon indépendance, ne pas dépendre sur les gens pour qu'ils puissent m'emmener ou attendre le bus. En Guadeloupe, près du quart de tués sur la route sont âgés de 18 ans et plus. Quel est le point commun entre le Mont-Saint-Michel, le château de Versailles et la Guadeloupe? Eh bien, la flamme olympique passera par ces lieux en 2024. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, a dévoilé ce matin à Paris le parcours de la flamme olympique. Elle sera allumée en Grèce et arrivera à Marseille le 8 mai 2024 avant de laisser défiler des milliers de relayeurs à travers 400 villes et 64 territoires, dont 5 territoires ultramarins. Pascal Gentil, double médaillé olympique de taekwondo, revient sur cette présentation et le symbole qu'évoque la flamme à ses yeux. Écoutez-le. La flamme olympique, c'est quelque chose qui peut inspirer, qui peut susciter des vocations, qui peut donner envie aux jeunes de pratiquer. Et j'espère qu'autour de cette flamme, il va y avoir des activités physiques, des activités culturelles et vraiment donner un nouvel élan à ces jeunes qui souvent se sentent un petit peu délaissés et pas écoutés. On a ces sportifs d'outre-mer qui sont des fers de lance. Il y a plein de sportifs de très haut niveau, je ne vais pas tous les citer. On a Teddy Riner évidemment. Et
Et ces sportifs d'outre-mer, ces ultramarins sont respectés et reconnus dans le monde entier. Ce tracé veut mettre en tout cas en lumière des histoires et des lieux qui représentent la France. La Guadeloupe participera à ce grand moment d'histoire. Pour certains, c'est quasiment une évidence car le territoire est l'un des plus gros pourvoyeurs de médailles olympiques en France. Alors comment cette nouvelle a-t-elle été accueillie par la population et le milieu sportif? Voyez le reportage de Christelle Théophile et Christian Danca. C'est à bord du maxi trimaran d'Armel Lecléache que la flamme olympique fera le voyage jusqu'en Guadeloupe. Elle arrivera le 15 juin 2024, après 7 jours de traversée de l'Atlantique. Les amateurs de sport ne boutent pas leur plaisir. À la piscine intercommunale des Abîmes, on se félicite de cette annonce. Une petite île et on est visité comme le monde entier, donc je trouve que c'est un très bon choix. C'est de la visibilité pour les territoires d'outre-mer et donc ça met en avant la Guadeloupe, terre de champions tout simplement. Pouvoir palper ces jeux, être arrière-base en Guadeloupe, notamment par les infrastructures que l'on met en place. Et peut-être en 2028, on aura peut-être des champions qui iront au jeu et voilà quoi. Le fait d'avoir vu cette flamme en Guadeloupe pourra peut-être les investir et leur dire c'est peut-être possible puisque ça vient chez nous, donc c'est pas si loin. Car la Guadeloupe est une terre de champions, plus qu'un slogan, une réalité. 100 Guadeloupéens ont participé aux Jeux entre 1936 et 2021. La Guadeloupe est aussi la 13e région de France à avoir fourni des athlètes tricolores, le premier territoire français avec son nombre d'habitants, et on ne parle même pas des médailles. Nous avons Marie-Josée Pérec, nous avons Teddy Riner, donc c'est une très bonne chose. Je pense que c'est un retour de flamme pour la Guadeloupe. Et plus aussi que le monde connaissent qu'il y a un petit pays qui ne représente même pas un point sur le globe, que la flamme passe chez nous. Pas suffisant toutefois pour avoir la flamme, car pour accueillir la torche olympique, les collectivités ont dû débourser 180 000 €, un financement État, région et département. C'est vrai que c'est vraiment un prix qui est... Enfin, je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'on doit payer autant pour la flamme olympique? C'est une bonne chose. De toute manière, l'argent, c'est pas... C'est fait pour dépenser, comme on dit. C'est vrai que ça fait de la pub. Bon, on va parler de la Guadeloupe et de la Martinique aussi, parce que ça va en Martinique. Mais je ne trouve pas que ça soit une bonne chose dans le sens où il y a des gens qui voient de la misère en Guadeloupe. Sitôt fini, après, on oublie plus les Antilles, seulement pour les médailles. Après, on aura des retombées économiques. Le compte à rebours est lancé. La Guadeloupe a 1 an pour saisir la balle au bond, pour faire de ce rendez-vous un moment historique. Et ça y est, le coup d'envoi officiel de l'organisation des Jeux est donné en Guadeloupe aussi, en route pour Paris 2024. Une soirée olympique et paralympique est organisée en ce moment à la Cité scolaire d'excellence sportive, au CREPS, en présence de nombreuses personnalités, mais aussi de nombreux partenaires privés. Nous allons retrouver sans tarder sur place et en direct Christelle Théophile. Bonsoir Christelle. Quelle est la tonalité de cette soirée ? Alors écoutez Laetitia, l'ambiance ici est plutôt festive avec un brin d'institutionnel. C'est un jour de fête puisque le 23 juin est la journée mondiale de l'olympisme, une journée qui coïncide avec la présentation du parcours de la flamme olympique, l'occasion pour la Dragesse de marquer le coup ici au CREPS, centre de préparation des Jeux olympiques. De nombreux athlètes sont présents ici ce soir, des anciens qui ont participé aux Jeux, mais également des athlètes qui attendent avec impatience leur qualification, comme Romuald Raboteur qui est à mes côtés. Romuald Raboteur qui est médaillé européen para-judo dans la catégorie non-voyant. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous revenez des championnats de France à Paris. Oui. Que représente pour vous cette journée de l'olympisme ? Je suis très content d'y être. Ça représente quelque chose de grandiose parce que ça fait rêver beaucoup de monde, notamment moi depuis très petit. Donc je suis très content d'être là. Alors, la flamme olympique s'arrêtera en Guadeloupe le 15 juin prochain. Qu'est-ce que ça représente pour vous qui vivez ici en Guadeloupe ? Ça montre que la Guadeloupe, elle compte et qu'elle fournit beaucoup de champions. Que la flamme passe en Guadeloupe, je trouve que c'est normal. Vous attendez ce moment ? Oui. J'espère être là. Je ne sais pas si je serai là à ce moment, si je serai déjà en préparation. Mais si je serai là, je ferai en sorte d'apprécier ce moment. Alors justement, vous avez 1 an pour peaufiner votre préparation, pour préparer votre rêve olympique. Comment vous abordez ce nouveau challenge ?
Pour l'instant, bien, ça démarre bien. On va dire qu'il va falloir valider le billet. Je suis en course pour les qualifications et le billet va devoir être validé très très bientôt. Donc normalement, j'espère donner une bonne nouvelle bientôt. La prochaine compétition, ce sera? Alors en août, début août avec les championnats d'Europe et fin août avec les championnats du monde. Voilà, merci beaucoup Romuald Raboteur. Laetitia, vous le voyez, hein, des athlètes qui sont déjà dans les starting blocks et qui attendent ce rendez-vous. Et puis ici, la soirée se poursuit avec des prises de parole, avec des discours. Et puis c'est également ce soir que nous connaîtrons enfin le nom des membres du comité olympique, comité olympien de Guadeloupe pour ces Jeux de Paris 2024. On sera attentif. Merci Christelle. Merci également à Christian Danquin à vos côtés. De beaux moments de sport et d'olympisme à vivre. Ramener le haut niveau justement du handball en Guadeloupe, c'est l'objectif du tournoi Air Caraïbes Cup organisé par Didier Dinard, que l'on ne présente plus et qui a permis à de nombreux Guadeloupéens de s'illustrer au niveau national. Parmi eux, Timmy Petit qui évolue à Limoges. Il fera partie de la sélection qui affrontera l'équipe du Monténégro demain à Basse-Terre. C'est une rencontre signée Michael Bastide et Olivier Duflo. Moi c'est Timmy Petit, j'ai 22 ans, je viens des Saintes, donc de Terre de Bas et aussi de Cap-Esther et je suis pivot au Limoges Handball. Timmy découvre le handball à l'âge de 13 ans à Cap-Esther-Bello, puis rejoint la JTR de Trois-Rivières et le Pôle Espoir de la Guadeloupe. Après quelques déconvenus, il est repéré lors d'un tournoi organisé par Didier Dinard. C'est le début de son ascension professionnelle. Timmy à la base n'était pas pris en sélection, hein. C'était un jeune qui était un peu, pas mis à l'écart, mais qui n'était pas considéré à la hauteur de ce qu'il devait être. Et il a quand même atteint l'équipe de France Junior. Donc il a fait l'équipe de France Junior, il est aujourd'hui professionnel. Et s'il continue à travailler, on sait toujours que le travail paye. Et pourquoi pas un jour voir Timmy avec nos couleurs bleues. Reconnaissant envers son tuteur, Timmy débute son parcours national en D2 à Nice. Ensuite, il intègre le centre de formation et l'équipe pro de Saint-Raphaël. Désormais au Limoges Hand, le défenseur est sorti de sa zone de confort. Je suis défenseur et maintenant je commence à rentrer dans les systèmes d'attaque. Et le coach à Limoges a vu certaines capacités, certaines choses qu'encore une fois certains coachs n'avaient pas vues avant. Donc j'évolue sur le poste d'ailier. J'évolue sur le poste des pivots et j'évolue aussi à certains moments sur le poste d'arrière. De retour en Guadeloupe pour cette nouvelle édition du tournoi qui l'a propulsé, le handballeur a à cœur de partager son expérience. Avant que ça devienne mon métier, c'était une passion. Donc je suis là déjà pour prendre du plaisir, rejouer avec des copains que j'ai vus et qu'on ne s'est pas revus depuis, rejouer avec des jeunes que j'ai vus tout petits et que maintenant ils ont grandi. Et aussi pour donner la force aux jeunes, surtout ça. Tout comme son mentor Didier Dinard, il espère revêtir la tunique bleue et ramener à la maison les titres et les trophées les plus prestigieux du handball. Laetitia, là, je suis en train de travailler en ce moment pour que dans quelques années ou dans quelques mois, que tu puisses me recevoir sur ton plateau. Donc j'attends l'invitation. Pour l'instant, je continue le travail de mon côté et à très vite. Eh bien écoutez Timmy, je serais ravie de vous accueillir sur ce plateau. Allez, Versatile, c'est le titre de l'exposition de l'artiste guadeloupéenne Lydia Gallin. C'est à voir en ce moment au Centre culturel de Sainte-Anne. Après une carrière dans le monde de la danse, de la musique et du cinéma, durant près de 24 ans aux États-Unis, Lydia Gallin est de retour sur sa terre natale. Elle nous invite à faire un voyage captivant dans son univers. Paul-Henri Scoll, Daniel Quérin. Mannequin, danseuse professionnelle, actrice et artiste peintre, voilà les références de la Guadeloupéenne Lydia Gallin. Elle commence sa carrière en représentant la Guadeloupe à de nombreux concours de beauté, notamment Miss Univers qui lui ouvre les portes des USA. Après avoir exercé ses multiples talents artistiques durant plus d'un quart de siècle au pays de l'oncle Sam, elle revient s'installer sur sa terre d'origine et se consacre depuis à une de ses passions favorites, l'art plastique, avec son premier rendez-vous qui s'intitule Versatile. C'est émotionnel chez moi. Donc j'ai récemment, grosso modo je peins depuis très longtemps, mais je n'ai jamais trop montré mes tableaux. J'ai commencé à reprendre à peindre il y a très peu de temps, il y a 1 an et demi à peu près, lorsque je me suis retrouvée toute seule après autant de temps. Donc j'étais séparée de mes enfants pendant 6 mois et ça m'a paru tellement énorme. Et donc la peinture est venue me sauver de nouveau et me remplir de toutes ces émotions pour que je puisse les poser sur une toile.
Selon le proverbe « Nul n'est prophète dans son pays », Lydia Galin n'est pas connue du grand public en Guadeloupe. C'est au cinéma qu'elle prouve sa polyvalence dans un premier rôle féminin Périgord noir aux côtés de Roland Giraud et Jean Carmet. Je peins beaucoup avec mes mains. Je ne peins pas nécessairement avec un pinceau. Donc en tout cas le figuratif c'est fait avec mes mains. Et dès que je touche la toile et je commence à la poser, j'ai ce sentiment que quelque chose est en train de se créer et c'est ces émotions que je mets à l'intérieur. Donc vous retrouvez beaucoup de couleurs orangées, toute cette force, toutes ces couleurs de l'aura. Donc grosso modo c'est ça, j'ai certains tableaux où on a justement ce côté un peu spirituel qui ressort. Poussée par un désir de créer, Lydia Galin, artiste peintre autodidacte, défie les normes et les attentes conventionnelles à la découverte de la peinture à travers des couleurs vibrantes, des textures captivantes et des images qui suscitent la réflexion. Fin de citation. Versatile, un regard artistique unique, authentique et profondément personnel, c'est en ce moment au Centre culturel de Sainte-Anne. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Le voile a été levé sur le parcours de la flamme olympique. Elle traversera 64 territoires, dont 5 d'outre-mer. Et la Guadeloupe fait partie de l'aventure. En ce moment, une grande soirée inaugurale a lieu à la cité du Creps. Notez également que nous ne sommes plus en vigilance jaune après le passage de Bret. C'est un retour au vert pour la Guadeloupe. Bret s'éloigne de nos régions. Voilà, on se retrouve demain soir pour de nouvelles infos. D'ici là, passez une très belle soirée. Merci à vous.